Bonjour. Bonjour à tous. Alors, on va laisser quelques instants pour que tout le monde nous rejoigne, évidemment. En tout cas, absolument ravi de faire cette session avec vous. Donc, pour ceux qui nous rejoignent hein, à l'instant, donc je suis Valentin Kozanovic, Deputy Director of Bitcoin Strategy à Capital B. Et donc, je suis accompagné de notre génial Chief of Staff, Daniela, que vous connaissez. Et donc, aujourd'hui, l'objectif de cette session, il est très simple. Euh, il est de partager les métriques absolument clés pour comprendre et évaluer les Bitcoin Treasury Companies de manière la plus pédagogue possible. Alors cette idée, elle vient d'un constat. Évidemment, comme Alexandre l'a partagé, nous avons en ce moment des meetings substantiels avec des investisseurs et nombre d'entre eux ne sont même pas familiers avec l'environnement du Bitcoin et donc des Bitcoin Treasury Companies. Donc il est effectivement absolument crucial d'avoir une compréhension relativement bonne de ces métriques pour être en mesure d'en apprécier et d'en évaluer les conséquences. Et si je peux peut-être compléter, Valentin, la dernière fois qu'on a fait une des sessions, c'était un des retours qu'on avait de votre part, l'effet de pouvoir clarifier certaines métriques, parce que c'est vrai que tout le monde en parle en fait, mais pas tout le monde nous explique qu'est-ce que c'est ou à quoi ça correspond. Et peut-être, Valentin, on peut commencer. Et je vois que les personnes commencent à se connecter, mais sinon elles vont pouvoir regarder les replays. Je pense que c'est qui serait important, c'est peut-être que tu puisses peut-être nous donner une petite intro sur pourquoi on a des métriques dans une Bitcoin Treasury Company. Et peut-être pour ça, on pourrait aller aussi à notre dashboard qui a été créé pour pouvoir aider les personnes à comprendre, que tu puisses nous donner cette intro, pourquoi on a des métriques. Et peut-être après, on va pouvoir décortiquer les métriques importantes. Et après, tu vas nous expliquer une à une. Bien sûr, je vais poser des questions parce que, comme vous, j'ai besoin également de comprendre. Bien sûr. Alors, laissez-moi vous partager notre dashboard que j'espère vous voyez à l'écran. Donc en fait, une Bitcoin Treasury Company, pour repartir sur les bases, c'est une structure dont l'objectif est d'augmenter le nombre de bitcoins par action sur une base totalement diluée dans le temps. Et donc pour cela, il est effectivement crucial de suivre des métriques clés hein, qu'on va décrire juste après, notamment pour évaluer la performance et la vélocité de ces structures. Euh, donc, je pensais commencer par le BTC Guild, hein, l'objectif principal d'une Bitcoin Treasury Company et notre focus à Capital B, c'est ce fameux indicateur de BTC Yield qui correspond donc à l'évolution du nombre de sats par action sur une base totalement diluée sur une période donnée. Est-ce que tu Donc je pourrais prends un exemple. expliquer qu'est-ce que c'est un SAT par action? Parce que... Alors, très bonne question. Donc un sat, hein, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est la plus petite unité de Bitcoin. Donc un Bitcoin égale 100 millions de sats. Un Bitcoin est divisible en 100 millions. Et donc, c'est une autre façon de dénominer les bitcoins par action diluée dans le temps. Donc, à titre d'exemple, hein, pour expliquer, par exemple, le BTC Yield Year to Date, hein, euh, voyons ici l'évolution. Donc, euh, à titre d'exemple, au début de l'année, nous avions 40 BTC sur le bilan et environ 95 millions d'actions sur une base totalement diluée. Alors la base totalement diluée, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce concept-là, c'est l'ensemble des actions émises, dont les actions ordinaires, et à émettre possiblement du fait d'instruments financiers nouveaux. Donc nous avions 41 sats, donc la plus petite unité de Bitcoin, par action sur une base totalement diluée au début de l'année. Et aujourd'hui, nous sommes à donc 664, ce qui équivaut à 2201 BTC que nous avons sur le bilan actuellement, divisé par les 330 millions d'actions sur une base totalement diluée, donc émises ou à émettre, à date. Et donc cet écart simplement de 41 et de 664 font le BTC Yield, puisque le nombre de Bitcoin par action sur une base totalement diluée a augmenté par conséquent de 1519,5, arrondi 1520%. Et Et donc cette dynamique-là, on peut la répliquer sur
n'importe quelle durée. Sur un quarter, donc c'est le BTC Yield quarter to date, sur un mois et autres. Et donc il est effectivement extrêmement important pour évaluer une Bitcoin Treasury Company d'accorder autant d'importance au BTC Yield year to date qu'au quarter to date, ce qu'ils indiquent des métriques vraiment différentes. Dans le sens où le year to date ne prend pas en compte la saisonnalité et donc est extrêmement valorisable pour comprendre la dynamique globale et long terme d'une Bitcoin Treasury Company. Là où les visions plus court-termistes, comme les quarter to date, permettent d'évaluer et de comparer les performances des Bitcoin Treasury Companies au regard d'une performance de 3 mois et donc d'une vélocité court terme pour l'augmentation du nombre de Bitcoin par action pour les shareholders. Ensuite, donc une des métriques également créées par Saylor, hein, par Michael Saylor, donc MicroStrategy, c'est le BTC Gain. Donc le BTC Gain, c'est très simple. C'est l'équivalent de BTC acquis netté de la dilution. C'est-à-dire c'est l'équivalent brut de BTC qui serait acquis sur la période en nettant les activités liées à des produits dilutifs. Et donc on peut voir que notre Bitcoin Gain year to date est de 608 BTC, et donc ce qui correspond au montant euh, acquis sur une base non diluée. Et donc ces trois métriques-là, finalement, sont les trois métriques, je dirais, fondatrices des Bitcoin Treasury Companies. C'est les trois métriques qui ont été avancées par Saylor et qui permettent de comprendre, de comparer les Bitcoin Treasury Companies. Et peut-être, Alors, Valentin, j'ai une question pour toi. Quelles sont les métriques, par exemple, de ces trois métriques? Est-ce que toi et Alexandre, vous suivez tous ces métriques-là ou il y en a une en particulier que vous la suivez de plus près? alors, parmi ces trois métriques, effectivement, le BTC Yield hein, est la métrique qui est la plus suivie par nous, évidemment, mais également par l'ensemble des analystes, puisque cela permet une comparaison juste des Bitcoin Treasury Companies. Alors, j'ajoute le caveat que le Bitcoin Yield, donc le BTC Yield, doit être analysé au regard du contexte de chaque Bitcoin Treasury Companies. Je prends l'exemple de Strategy, qui a plus de 600K BTC sur le bilan. Bien évidemment, on ne va pas attendre d'une Bitcoin Treasury Company qui a 600K BTC sur le bilan d'avoir un BTC Yield comparable aux Bitcoin Treasury Companies dans une phase de croissance, comme c'est le cas pour Capital B, H100, SWC. Et donc, il est aussi important d'analyser toutes ces métriques, non pas de manière brute, mais également en prenant en compte le contexte, également le contexte temporel. Je prends l'exemple du dernier quarter. En fait, il est effectivement important de prendre en considération les opérations qui ont été réalisées et les opérations potentielles sur la période. Et donc, euh, c'est la raison pour laquelle le Bitcoin Yield year to date et quarter to date sont tout aussi importants à regarder. Et les investisseurs, ils vont avoir tendance à regarder les BTC Yield à l'année ou plutôt au quarter? Alors, c'est une très bonne question. Euh, Les investisseurs, je dirais catégorie retail, ont davantage évidemment tendance à regarder les quarter to date puisque cela montre euh, la vélocité de l'accrétion pour les actionnaires qui potentiellement auraient rejoint sur le Q3 2025 et donc montre un potentiel d'upside hein, sur le court terme. Maintenant, ce que l'on voit ce que l'on voit auprès de nos investisseurs, hein, c'est une concentration davantage, alors non seulement sur le Bitcoin Yield year to date de manière relative, donc en pourcentage, mais aussi et surtout de manière absolue. C'est-à-dire l'augmentation du nombre de BTC par action sur une base totalement diluée et la valeur de ces BTC. Je prends par exemple cette valeur-là qui montre que sur une base évidemment totalement diluée, une action capital B valait 0,04 euros en janvier et maintenant est exposée à 64 centimes d'euros en équivalent Bitcoin sur le bilan par action sur une base totalement diluée. Et donc, Est-ce que un Valentin, investisseur...
Pardon Valentin, est-ce que cette métrique que tu viens de nous montrer, elle peut changer si les prix du Bitcoin augmentent ou si les prix du Bitcoin Oui, diminuent ou bien pas? sûr. D'accord. Alors, on va arriver assez vite au concept de MNAV que je vais décortiquer, mais effectivement, la valorisation des Bitcoin Treasury Companies se base sur deux facteurs. Effectivement, l'augmentation du nombre de Bitcoin par action sur une base totalement diluée, mais aussi sur la valeur intrinsèque des BTC sur le bilan. Donc, ça me permet de faire le pont effectivement avec euh, un indicateur absolument clé pour évaluer les Bitcoin Treasury Companies, qui est la MNAV. Alors la MNAV, si je dois l'expliquer de manière extrêmement simple, c'est tout simplement un multiple de valorisation. Le multiple de valorisation de la market cap, donc de la capitalisation boursière fréquemment prise sous forme fully diluted, donc de manière complètement diluée, sur la valeur des BTC détenus sur le bilan. Je prends un exemple. Aujourd'hui, le prix de l'action ALCPB est égal à 1,694 et nous avons, sur une base totalement diluée, 330 millions d'actions. Ce qui fait 1,64 fois 331, une market cap, donc une capitalisation boursière sur une base totalement diluée, de 571 millions d'euros. Et peut-être pour Par faire, ailleurs, et peut-être pour faire un pont, par exemple aujourd'hui si on regarde mhm, un Boursorama, on voit que en fait, notre market cap, elle est beaucoup plus petite par rapport à celle que tu viens de nous montrer. Du coup, si on fait les liens, c'est simplement parce qu'on ne prend pas en compte les actions qui sont à émettre, non? exactement. Alors, si je dois faire un petit aparté de l'explication de MNAV, simplement de comprendre que, évidemment, ce que vous voyez dans Boursorama, hein, et c'est important également, donc merci pour la question pour comprendre les Bitcoin Treasury Companies, ce qu'on voit, c'est la capitalisation boursière sur une base non diluée, c'est-à-dire ce qui va être généralement sur Boursorama et autres plateformes d'information, c'est tout simplement le nombre d'actions ordinaires, donc émises par la société, fois leur prix par action. En revanche, la valorisation des Bitcoin Treasury Company se fait davantage en fully diluted, puisque nécessairement, le prix de l'action, on va dire pricing, donc prend en considération la potentielle dilution en nombre d'actions dans son pricing. Et donc, euh, cette MNAV fait le ratio de cette capitalisation boursière sur une base totalement diluée, donc de 561 millions, sur la valeur des bitcoins détenus sur le bilan. Et donc, la valeur des bitcoins détenus sur le bilan est égale à 2201 bitcoins que nous détenons sur le bilan, fois le prix du bitcoin actuel de 95 000 euros, soit une NAV, une bitcoin NAV, donc net asset value, valeur nette des actifs, de 210 millions. Et ensuite, ne reste plus pour comprendre le MNAV à faire 561 sur 210, soit une MNAV de 2,67 fois. Et donc, une fois qu'on a compris je dirais, la partie technique de cette métrique, ce qu'il est encore plus important de comprendre, et à la fois pour les investisseurs que pour les actionnaires, c'est comment est valorisée la MNAV. Donc, on peut voir que la MNAV, évidemment, hein, je le disais, est basée sur l'anticipation d'un Bitcoin yield positif, donc l'augmentation du nombre de Bitcoin par action au fil du temps. Euh, mais ce n'est pas tout. Euh, le MNAV, en fait, il faut le prendre comme une valorisation multifactorielle. Les investisseurs et les actionnaires price la valeur, le multiple sur la net asset value de Bitcoin, également par la capacité de générer des opérations substantielles. Hein, c'est ce que l'on a vu après nos opérations de mars, par exemple, et de mai, où effectivement on a été en capacité de générer des opérations de taille absolument conséquente qui ont augmenté de fait notre net asset value. Et donc on le voit par exemple sur ce graphique, hein, avec l'opération de mars, qui a compressé notre NAV de 13 à 1,79, donc qui a permis d'absorber 13 points de NAV. Et donc c'est extrêmement important de comprendre que euh, les Bitcoin Treasury Companies sont évalués et sont pricés sur d'autres facteurs que le BTC Yield. Un autre facteur extrêmement important,
c'est la capacité effectivement à intelligemment leverager. Les Bitcoin Treasury Companies euh, produisent des instruments financiers à vocation d'accumuler du BTC sur le bilan. Pour autant, ce leverage peut être fait avec plus ou moins de risques. Et le marché valorise effectivement la capacité d'une Bitcoin Treasury Company à se leverager en minimisant le risque de crédit. Là, j'ai une À question titre pour toi d'exemple, aussi, Valentin. Pardon de t'écouper, mais je pense que c'est mhm, important. En fait, dans les graphiques ici, quand on regarde, et par exemple d'une vue extérieure comme la mienne, c'est que je voudrais dire, on voit par exemple que notre NAV s'est compressé. Est-ce que ça voudrait dire peut-être qu'on est moins bon, ou c'est pour ça que les marchés nous a fait compresser notre NAV, ou c'est plutôt une tendance? alors c'est une très bonne question. Donc la compression, donc ce dont fait référence Daniela, c'est effectivement cette compression à partir de juin jusqu'à septembre. Alors il faut savoir que la compression déjà est globale sur le marché, hein. On a constaté des compressions de MNAV relativement significatives, avec des MNAV qui d'ailleurs actuellement sont au niveau de l'industrie à un range d'environ 1 voire moins 1 pour certaines d'entre elles, à environ 3. Et donc, la vraie question, c'est pourquoi sommes-nous à une MNAV de 2,67? Et donc, effectivement, en fait, euh, la valorisation est due au BTC Yield, comme je le disais, à la capacité de faire des levées significatives et donc à anticiper potentiellement de futures levées significatives, mais aussi la capacité, donc je le disais, à se leverager intelligemment. C'est le cas de nos Bitcoin Denominated Convertible Bonds, nos obligations convertibles dénominées en Bitcoin, qui qui sont à la fois extrêmement attractifs pour les investisseurs, puisque on est sur un coupon long terme, 5 years, convertible à tout moment par l'investisseur et avec le downside protection de Bitcoin. C'est-à-dire que si dans le cas où l'action performe, l'investisseur a la possibilité effectivement de convertir son obligation en action de la société et par conséquent de profiter de l'upside. Dans le cas où Bitcoin ne performe pas et à l'issue de la période de 5 ans, donc sur une période extrêmement longue, il souhaite être remboursé, eh bien, en fait, on est sur des conditions extrêmement protectives pour Capital B, puisque la dette étant dénominée en BTC, que le BTC soit égal à 100 000 euros, 1 million ou 1 centime à l'issue de la période des obligations et donc à l'issue du remboursement, eh bien, ça aura exactement le même effet puisque nous devrions rendre le BTC. Et donc, en fait, ces obligations convertibles dénominées en Bitcoin ne font poser aucun risque de crédit sur Capital B. C'est extrêmement important de comprendre puisque c'est un des points qui effectivement différencie Capital B des autres Bitcoin Treasury Companies de l'industrie et qui justifie une partie de ce MNAV. Et enfin, un point que je trouve important à mentionner effectivement pour comprendre pourquoi la valorisation à 2,67 de MNAV versus d'autres dans l'industrie, c'est la capacité de produire, d'accéder de permettre à du capital institutionnel d'accéder à une exposition Bitcoin. Je m'explique. Lors de nos différents meetings investisseurs, comme je vous le disais en introduction, le constat est assez clair. En fait, nombre d'entre eux ne sont même pas exposés au Bitcoin. Et les Bitcoin Treasury Companies sont souvent le seul moyen dont ces derniers disposent pour avoir une exposition au Bitcoin et d'avoir une exposition avec effet de levier au Bitcoin. Et donc non seulement nous proposons ce type d'exposition aux investisseurs institutionnels, mais nous leur proposons une exposition qui soit à la fois protective en termes de risque de crédit. Et donc c'est ce qui explique un multiple de valorisation à ces niveaux-là. Euh, Valentin, j'ai une autre question pour toi. Est-ce que tu pourrais peut-être rappeler la MNAV, quelle stratégie à maintenant? alors on est sur des niveaux de MNAV à autour de 1,5. Euh, et il est considéré comme euh, euh, défendable jusqu'à un MNAV de 1 où effectivement certaines Bitcoin Treasury Companies sont situées à présent et pour lesquelles évidemment il convient de réfléchir à d'autres stratégies de relution des actionnaires.
Mais est-ce que Euh, l'ENAV aussi, elle n'est pas un peu liée par rapport à la maturité de l'entreprise? Parce que, par exemple, nous, on a presque un an d'existence, les stratégies, ils ont 4 ans. Est-ce que l'ENAV aussi, ça parle... Et en fait, la taille de l'entreprise, la taille également du Bitcoin que tu détiens, peut avoir un impact sur les NAV. Plus t'es mature, plus ton NAV risque d'être moins grande, comme quand t'es early. Effectivement, alors euh, ça revient à l'explication que je livrais au début sur le BTC Yield, hein, en disant que euh, le marché ne peut pas attendre un BTC Yield avec autant de vélocité qu'une entreprise, qu'une Bitcoin Treasury Company en phase de croissance. Et donc, nécessairement, l'investisseur n'attend pas une augmentation du nombre de BTC par action d'une manière substantiellement plus élevée chez Strategy que dans une Bitcoin Treasury Company qui soit dans une phase de croissance, d'ultra-croissance de voie de maturité. Et donc, par conséquent, le MNAV est réduit. Pour autant, les Bitcoin Treasury Companies dans des phases de maturité disposent d'un arsenal qui permet d'être effectivement relatif pour les actionnaires sans prendre en compte la MNAV. C'est le cas par exemple des produits de Preferred qu'a lancé Strategy et qui permettent effectivement de réaliser des opérations à la fois relutives pour les actionnaires et qui permettent de défendre un MNAV conséquent, même avec 600K BTC sur le bilan. Donc effectivement, la MNAV est à prendre aussi en considération, comme toute métrique, au regard euh, du contexte de la Bitcoin Treasury Company, du marché dans lequel il évolue également, dans la juridiction dans laquelle elle évolue, et le contexte de maturité dans lequel elle se situe. Est-ce que c'est possible qu'une NAV, elle puisse rester tout le temps à la même valeur ou pas? Bon, ici, on le voit que c'est pas le cas, mais c'est peut-être aussi une autre question que les personnes peuvent avoir. Alors nécessairement, et là on le voit dans l'exemple de Mars, hein, nécessairement, la MNAV varie alors à la fois en fonction du premium que donne le marché sur la valorisation des BTC sur le bilan, comme je l'expliquais, mais aussi et surtout sur la capacité d'une Bitcoin Treasury Company à réaliser des opérations substantielles, puisque effectivement, il y a deux manières de compresser une net asset value. La première étant de perdre en valorisation et d'avoir des compressions globales de marché, et la deuxième est d'augmenter la NAV. Euh, Dans le cas de Mars, nous avons augmenté notre nombre de BTC de manière significative, et donc la valeur de BTC sur le bilan de manière significative, et par conséquent, la valorisation que donnait le marché à Capital B au regard de sa Bitcoin NAV s'est compressée. Et donc, on a une évolution qui est absolument dynamique, mais qui est le facteur, en effet, à la fois de valorisation pure, mais aussi de la capacité d'une Bitcoin Treasury Company, et donc intrinsèquement de la capacité de Capital B, de réaliser des opérations de marché tout à fait significatives. Très clair. Alors, je ne vois pas le chat, hein, mais n'hésitez pas à poser vos questions, évidemment. Pour le moment, il n'y J'essaie a de pas de faire en questions. sorte J'ai que... envoyé un petit message également. Je regarde Voilà. sur X. Du coup, n'hésitez pas. L'idée, c'est d'être le plus pédagogue possible, hein, donc n'hésitez pas. Il y a Franck qui nous dit Lié à hello. ce... Du coup, bonjour Franck. Bonjour Franck. Donc, dérivé de cette MNAV, ce qui est important pour l'investisseur, c'est de comprendre, OK, nous avons une MNAV, nous avons un BTC Yield, mais comment ces derniers peuvent être en relation? Eh bien, notre cher Adam Back, hein, donc la seule personne mentionnée sur le white paper et dont nous avons la chance d'être en investisseur stratégique, Et moi, a j'ai eu la introduit le... chance de prendre un jus d'orange avec lui. Voilà. Voilà. Et donc a introduit le concept de Days to Cover MNAV. Donc le concept de Days to Cover MNAV, il est très simple. Il est de dire, considérant la vélocité d'augmentation du nombre de BTC par action sur une base totalement diluée, donc de BTC Yield au fil du temps, d'une Bitcoin Treasury Company sur une période donnée, dans notre cas sur la période historique, donc depuis le début de la stratégie, eh bien en combien de temps, en combien de mois, et donc en l'occurrence en combien de jours, la net asset value de Bitcoin détenue sur le bilan peut couvrir
la valorisation, le premium de marché actuel. Euh, Si je prends cet exemple-là, de 87 jours, 87 days to cover, cela prendrait 87 jours de couvrir le premium de 2,57, de 2,67, avec l'augmentation de nombre de BTC sur le bilan au regard de la dilution. Et donc, c'est une métrique qui est extrêmement importante, puisqu'elle donne, effectivement, elle ne donne pas d'indication sur une performance future, mais elle permet d'évaluer, pour tout investisseur, la vélocité d'exécution de la stratégie et surtout la vélocité de transformation, de conversion d'un premium donné par le marché en net asset value. Et par conséquent, plus ce days to cover est bas, plus la capacité d'une Bitcoin Treasury Company à transformer son premium en net asset value Bitcoin est élevée. Alors là aussi, cette métrique de days to cover, elle est à mettre au regard de deux choses. La première, c'est qu'elle est à mettre au regard de la finance traditionnelle. Je prends l'exemple d'un ratio très connu, le P/E ratio, et de la couverture du premium. Euh, Dans le cas des entreprises du Max 7, par exemple, on est sur un premium de 20 à 30 fois. Et donc, il est tout à fait différent d'évaluer les Bitcoin Treasury Companies dans lequel les days to cover MNAV, donc finalement les jours nécessaires pour couvrir le premium alloué par le marché, se comptent en mois, voire dans le cas de Capital B en jours. Et il est également important, dans toute analyse, de le prendre en considération au regard du contexte de la Bitcoin Treasury Company. Là encore, je prends l'exemple que tu mentionnais d'Anelia de stratégie. Euh, stratégie a plusieurs months to cover MNAV au regard de la quantité de BTC qu'il détient sur le bilan et pour lequel, évidemment, le BTC Yield moyen journalier est plus réduit qu'une BTC Treasury Company telle que Capital B, H100, SWC, qui bénéficie d'une vélocité accrue et donc de days to cover qui peuvent se réduire. Et là aussi, extrêmement important, pour tout investisseur, donc pour vous, hein, dans ce Space X, de toujours essayer de bien comprendre quelle est la base de temps sur laquelle se base cette métrique. J'entends par là que euh, ce Days to Cover se base sur un dénominateur qui est le Daily BTC Yield, c'est-à-dire l'augmentation de manière compound du nombre de BTC par action sur une période. Cette période peut être de 20 jours, comme le 20-day rolling days to cover and now. Elle peut être d'un an, comme le year to date. Et elle peut être, comme ça a été notre choix, historique, c'est-à-dire depuis le début de la stratégie. Et ces métriques-là servent différentes strates d'analyse, puisque effectivement, le fait de prendre le rythme historique est extrêmement conservateur, dans le sens où, effectivement, euh, les effets de saisonnalité et les effets de quarter sont totalement nettés de cette analyse de Days to Cover. Et donc, lorsque la comparaison avec d'autres Bitcoin Treasury Companies doit être faite, il est effectivement extrêmement important de comprendre sur quelle temporalité est faite ce Days to Cover maintenant. Est-ce que tu pourrais peut-être rappeler aussi le Days to Cover qu'aujourd'hui est stratégie A? Alors, le Days to Cover, alors on est plus sur des months to cover, voire un peu plus d'un an. Mais encore une fois, en fait, c'est là où je mentionnais que ces données ne sont comparables que dans des Bitcoin Treasury Companies du même contexte. Stratégie dans une ligue à part, hein, avec 600K BTC sur le bilan. Et donc, il convient d'analyser cette métrique de Days to Cover pour comparer des structures avec une maturité comparable avec d'autres Bitcoin Treasury Companies. Et donc, c'est là où, effectivement, il faut être absolument extrêmement attentif sur la capacité de euh, de, d'analyser cette métrique-là. Je prends l'exemple de notre opération de mars, là encore, qui est extrêmement évocatrice. Comme tu peux le voir, Daniela, nous avions un days to cover de 401, puisque nous avions effectué deux opérations, une en décembre et une en novembre, de 15 et 25 BTC. Et l'opération de mars, l'opération substantielle de mars,
a pu faire chuter ce days to cover de 417 jours à près de 30 jours. Et donc, cela montre l'importance de la capacité d'une Bitcoin Treasury Company d'effectuer des opérations qui soient de taille suffisamment significative pour permettre de convertir ce MNAV en net asset value de manière là aussi extrêmement significative et substantielle. Et c'est là aussi toute l'explication, encore une fois, de ce premium MNAV, c'est l'attente et la capacité d'une Bitcoin Treasury Company de pouvoir permettre d'ingénier ce type d'opération qui effectivement est extrêmement à la fois relutif pour les actionnaires, mais permet de couvrir un premium alloué par le marché de manière extrêmement agressive. Là, j'ai vu Donc quelques voilà, questions, mais c'est pas forcément lié avec les métriques que on tu peut avais les, ad- montrées, mais je vais te les on, dire. Il y a une on personne peut qui les demande adresser. sur LinkedIn, il s'appelle Félix, et il voudrait savoir du coup comment on pense amortir la chute du prix de la bourse. C'est un achat du BTC d'ici les prochains 4 mois. Et en plus, Alors, si on assume par exemple que le VTC il va baisser ou qu'il puisse se stabiliser. d'accord. Donc c'est deux questions intéressantes mais différentes. Alors, en réponse à la première question, et merci pour cette question, alors comment anticiper ce que vous appelez la chute du prix de l'action. Alors, là encore, je ne peux pas commenter euh, sur le futur, hein, les attentes futures, mais effectivement, le prix de l'action suit hein, la compression de MNAV globale de l'industrie, mais il faut savoir que nous avons un premium qui est relativement dans la fourchette haute de l'industrie. Et ce prix de l'action, effectivement, est à mettre au regard de la capacité de Capital B d'effectuer des opérations de taille suffisamment significative pour absorber complètement ce premium. Puisque, effectivement, si le premium est absorbé, eh bien, le premium, forward-looking premium sera effectivement plus élevé et par conséquent aura son impact, que évidemment je ne peux pas commenter, mais sur le prix potentiel de l'action. Euh, par ailleurs, le prix de l'action est directement corrélé à la NAV, comme je le disais, la Net Asset Value des BTC acquis sur le bilan. Et par conséquent, euh, si on se projette à des potentielles acquisitions substantielles de BTC, eh bien, la Bitcoin NAV peut effectivement augmenter de manière significative en termes de valeur, et par conséquent, le prix de l'action qui est lié à cette net asset value de BTC peut augmenter par la suite. Euh, Tout cela, effectivement, est une possibilité, mais euh, mon rôle ici est de vous montrer la relation entre Bitcoin NAV, BTC Yield et potentielle réaction de marché en termes de valorisation par rapport à cette NAV. Et peut-être Valentin, une question qu'on a. Aujourd'hui, on voit que le marché il est en train de peut-être pas valoriser correctement les Bitcoin Treasury Companies. Par exemple, on voit l'exemple des Metaplanet où ils ont fait des annonces incroyables. Et on voit cependant que leur NAV commence aussi à descendre. Du coup, je ne sais pas si tu as un commentaire sur ça, mais peut-être une autre question. Est-ce que par exemple, le fait d'avoir un bon BTC Yield veut dire également que notre MNAP peut être élevé ou ça peut également peut-être pas avoir d'impact sur la MNAP? Alors, les deux questions sont liées et correspondent à la, la démonstration que j'avais débutée lors de l'explication de la MNAV. En fait, alors, euh, ma conviction, effectivement, est que euh, les marchés traditionnels financiers sont dans une période de ce que je considère être une MNAV Discovery Phase, c'est-à-dire une phase dans laquelle, euh, comme je le disais, euh, les acteurs institutionnels, de manière exponentielle, commencent à être exposés à la fois au Bitcoin et au Bitcoin Treasury Companies. Et donc, la compréhension de ce que je viens de vous expliquer sur le BTC Yield, le premium, la capacité à effectuer du leverage de manière intelligente et en réduisant le risque de crédit et d'exposition crédit sont autant de facteurs qui seront par la suite considérés par la TradFi pour valoriser avec davantage de précision cette MNAV. Alors, encore une fois, rien n'indique des mouvements dans le futur
de cette MNAV à la hausse ou à la baisse, mais en effet, on peut imaginer que euh, cette MNAV Discovery Phase arrivera à une phase de maturité. Et là encore, je compare avec les entreprises du Mac 7 qui sont à des multiples de valorisation de jusqu'à 30 fois. Et donc, cela permet de mettre en perspective la valorisation des Bitcoin Treasury Company, ce qui est euh, tout à fait valorisé sur l'actif le plus performant des 15 dernières années avec un ARR de 30%. Et par conséquent, des MNAV de 1 à 3 sont tout à fait modestes au regard du potentiel que l'on peut imaginer en termes de modélisation financière. Moi, Maintenant, j'ai un commentaire pour toi. Adam Back, des fois, il dit en fait que personnellement, il a tendance à acheter des actions des Bitcoin Treasury Companies quand il y a une NAV entre entre une fourchette et une autre fourchette, et vendre également des actions des Bitcoin Treasury Companies quand les NAV, dépasse. Est-ce que tu pourrais également peut-être rappeler ça? alors, effectivement, je ne pourrais pas commenter sur les stratégies de trading de chacun, qui appartiennent à chacun et qui doivent vous appartenir. La seule chose que je peux vous indiquer, c'est qu'effectivement, ces concepts de MNAV et de Bitcoin Yield sont absolument essentiels pour évaluer, pour avoir une première idée de la perception du marché, à la fois de la vélocité d'exécution du Bitcoin Treasury Company, de la robustesse de sa capacité de levée financière et de sa capitalisation, de sa table de capitalisation, et de sa capacité potentielle basée sur effectivement des opérations passées, mais de sa capacité potentielle à augmenter le nombre de BTC sur le bilan de manière suffisamment significative pour couvrir ce même premium alloué au Bitcoin Treasury Companies. Et donc, un investisseur, sans commenter encore une fois des stratégies de trading, un investisseur peut se dire au regard des facteurs que je vous mentionnais, donc encore une fois, le BTC Yield, mais aussi les produits permettant un leverage tout en évitant le risque de crédit, l'accessibilité aux capitaux institutionnels via l'exposition de Bitcoin avec effet de levier, et aussi des considérations de taxes, de juridiction. Par exemple, pour le PEA, la possibilité de réduire l'imposition de 12,8%. Et donc tout cela forme un premium qui peut être évalué par un investisseur à un instant T comme relativement modeste au regard d'un potentiel premium qu'il évalue comme étant une fair valuation pour la Bitcoin Treasury Company. Mais là encore, cela relève d'une analyse personnelle et par conséquent relève de l'importance pour vous tous de comprendre comment évaluer une Bitcoin Treasury Company. Et là encore, j'insiste sur le fait que le BTC Yield est extrêmement important. Le focus d'une Bitcoin Treasury Company est d'augmenter le nombre de BTC par action au fil du temps. Euh, pour autant, le marché valorise d'autres aspects que je vous mentionnais pour permettre d'avoir un MNAV suffisamment conséquent pour réaliser des opérations qui soient les plus relutives possibles pour les actionnaires. Et d'ailleurs, les BTC Yield, en fait, c'est les KPI préférés d'Alexandre parce qu'il dit tout le temps qu'il rêve BTC Yield, il se réveille BTC Yield, qu'il mange BTC Yield. Alors, c'est une excellente remarque, je ne peux qu'abonder et que confirmer, mais il y a une logique vraiment rationnelle derrière tout ça. Chaque opération que l'on fait, chaque opération que l'on considère et chaque produit financier actuel ou considéré que l'on considère est fait d'abord et surtout sous le prisme du BTC. C'est-à-dire de se poser la question à tout moment si cette opération ou ce potentiel produit peut ramener une augmentation du nombre de sats par action de manière suffisamment élevée pour, si vous voulez, si je dois le vulgariser pour ceux d'entre nous qui sommes nouveaux et pas familiers avec le monde des Bitcoin Treasury Company, d'augmenter la taille du gâteau, c'est-à-dire d'augmenter le nombre de BTC sur le bilan, tout en augmentant
la part de chaque actionnaire du gâteau. Et donc, en fait, c'est effectivement le focus clé de chaque opération à laquelle on réfléchit et sur laquelle on, 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 euh, on ingénieur nos solutions, puisque effectivement, c'est un des principaux composants de la MNAV et de la croissance d'une Bitcoin Treasury Company. Je vois également, Valentin, qu'on a d'autres métriques qu'on n'a pas abordées dans notre vos et dashboard analytics. Est-ce que, même si on ne rentre pas dans les détails de ces métriques-là, tu pourrais nous dire pourquoi on les a ajoutées et du coup c'est quoi les buts, ça nous sert à quoi, on traque quoi avec ces métriques-là? Bien sûr. Alors, ce que je peux effectivement montrer, donc au-delà euh, de cette valeur hein, que je vous avais montré, c'est les Bitcoin Purchase. Alors, là aussi, extrêmement important de comprendre euh, la capacité d'une Bitcoin Treasury Company à exécuter son plan de la manière la plus efficace possible. Et cela passe aussi par l'exécution d'ordres de Bitcoin de la manière la plus régulière possible. Et donc, on a pu voir qu'effectivement, hein, comme vous l'avez vu, on est depuis juin sur une phase globale de compression de MNAV, hein, donc de 10 fois à 3 fois, et ce pour l'ensemble des Bitcoin Treasury Companies. Mais même pendant ce temps, nous avons effectivement exécuté notre plan de manière significative et avec la fréquence que l'on maintient depuis le début. Et par conséquent, nous avons augmenté sur la période de juin, même de juillet-août, notre stack de BTC de près de 400 BTC. Et donc, il est extrêmement important, à mon sens, pour une Bitcoin Treasury Company, d'être calibré pour effectuer des achats et effectuer des opérations relutives pour les actionnaires euh, sous toute configuration de MNAV. L'idée est d'acquérir le plus de Bitcoin possible de la manière la plus relative possible pour les actionnaires, mais également de la manière la plus rapide possible. Et donc, l'idée est effectivement à la fois de maintenir des achats, des acquisitions de BTC qui soient euh, suffisamment substantielles pour permettre une augmentation durable du nombre de BTC sur le bilan et donc intrinsèquement un maintien de la net asset value et de la MNAV associée, mais aussi et surtout de se calibrer pour les opérations substantielles que l'on a pu réaliser en mars, en juin, et qui permettent, encore une fois, de capturer le MNAV alloué à une Bitcoin Treasury Company, dans notre cas Capital B, pour la transformer en net asset value de Bitcoin de la manière la plus relative possible pour les actionnaires. Et moi aussi, si tu reviens, tu sais, au tableau que tu nous montrais avec les achats, et Mhm. celui qui est tout en bas, en fait, c'est que je vois c'est qu'à partir de la date où on a sorti notre stratégie, en fait, on s'est beaucoup amélioré parce qu'au début, nos achats, ils étaient beaucoup plus espacés. On a réussi à créer des instruments financiers, par exemple, bon, tu as parlé du Cooperative Bonds, mais on a également développé la l'ATM, en fait, qui est un moyen pour nous de pouvoir également faire des achats beaucoup plus, comme toi tu as dit, beaucoup plus rapidement. Ça nous permettait à un moment de pouvoir faire de la l'ATM et collecter également de l'argent pour acheter des bitcoins. Mais ce qu'on peut voir, c'est que au fur et à mesure qu'on a avancé, on a commencé également à faire des achats avec une fréquence et, et du coup, je pense aussi que c'est quelque chose à prendre en compte. Et quand Alexandre lançait les stratégies, peut-être pour rappeler à tout le monde, Alexandre, il a commencé dans un contexte qui est complètement différent à celui d'aujourd'hui, où on parle des Bitcoin Treasury Companies, et même à un moment, c'était vraiment une hype. Quand Alexandre a commencé, c'était vraiment, je pourrais pas dire que c'est un gros mot, mais les personnes connaissaient pas qu'est-ce que c'était. Du coup, vraiment, chaque effort, et peut-être chaque achat, bon, c'était pas comme c'est aujourd'hui. Mais bon, c'est également pour qu'on puisse regarder tout ça. Et c'est Effectivement, génial en alors fait. deux choses en rebond et extrêmement utiles aussi pour vous pour évaluer une Bitcoin Treasury Company. Deux choses. À mon sens, une Bitcoin Treasury Company doit être, encore une fois, calibrée pour à la fois effectuer des opérations de manière régulière, mais aussi savoir à la fois ingénier ses produits et attendre euh, quand le moment est nécessaire en vue de se préparer pour
des opérations significatives et de se calibrer pour réaliser ces opérations significatives. Pour le mettre en perspective, ces achats, hein, donc ces 2201 BTC que nous avons annoncés sur le bilan, il faut savoir que nous avons levé environ 50 millions, donc 53 millions sur les 5 premiers mois, et 3 fois plus de 3 fois plus, 160 millions sur une durée similaire, donc sur les 5 derniers mois. Euh, donc un rythme de levée de capitaux de x3. Et cela, on l'a fait tout seul. C'est-à-dire sans capitaux institutionnels, sans intermédiaires financiers de type institutionnel. Et par conséquent, cela est aussi valorisé dans la MNAV, puisque cette capacité d'augmenter le nombre de BTC par action de manière significative et d'augmenter le stack de BTC sur le bilan de manière significative avec des opérations de grande ampleur, sans intermédiaire financier, peut laisser la part à l'évaluation du potentiel de levée d'une Bitcoin Treasury Company avec un intermédiaire financier et ou des produits différents qui n'auraient pas encore été lancés par cette même Bitcoin Treasury Company. C'est ce que Alexandre définit comme, et vous l'avez sûrement entendu lors de précédents Space, le facteur d'imprédictibilité d'une Bitcoin Treasury Company. C'est le facteur qui est effectivement valorisé dans cette MNAV, hein, c'est le facteur, la capacité anticipée pour une Bitcoin Treasury Company de surprendre le marché de façon suffisamment significative pour permettre d'oblitérer les targets en termes de détention de Bitcoin, mais aussi pour permettre de capturer le MNAV actuel de la manière, encore une fois, la plus relative pour les actionnaires et de la manière la plus significative possible. Ce qui me permet de faire le pont avec cet élément du dashboard, hein, qui là aussi doit être un standard pour l'ensemble des Bitcoin Treasury Companies, puisque nous avons un plan. Et notre plan est d'atteindre donc 1% de l'offre fixe de Bitcoin d'ici à 2033. D'accord. La phase 1, qui se finit donc à la fin de l'année, a une ambition haute de 3000 BTC à la fin de l'année. Nous sommes à 2201 BTC, soit 73% de cet objectif. J'ai une Et question l'idée, pour toi effectivement. sur ça, Valentin, parce que Mhm. j'ai vu énormément des questions. Comment toi et Alexandre, vous avez défini le nombre de VTC, peut-être par phase? Parce que je me souviens Alors, que vous avez construit ces plans ensemble. Du coup, comment vous avez un peu imaginé ou targeté ces nombres de VTC par phase et par année? alors, ces chiffres sont évidemment calculés sur la base de projections extrêmement précises que l'on a réalisées. Alors, à la fois sur la capacité de levée de capitaux, donc cette capacité de levée de capitaux, sans évidemment rentrer dans tous les détails techniques, mais cette capacité de levée de capitaux se basant sur effectivement l'accès au capital institutionnel, d'une part, sur la capacité effectivement de scaler les opérations et d'aller voir de nouveaux marchés. D'accord. Euh, D'une part, et d'autre part, la capacité de se reposer à la fois sur des produits existants extrêmement attractifs pour les actionnaires et les investisseurs stratégiques, à l'image de nos Bitcoin Denominated Convertible Bonds par exemple, ou de nos opérations d'equity, mais aussi potentiellement de produits financiers ou d'offres financières qui n'auraient de levier qui n'auraient pas encore été utilisés à date. Et donc, cette projection-là se base à la fois sur cette capacité de levée-là et également sur notre capacité à effectuer ces levées de manière suffisamment intelligente, donc de se leverager de manière intelligente, comme je le disais, pour nous permettre d'augmenter le nombre de sats par action, c'est-à-dire de le faire de manière la plus relative possible pour les actionnaires, et par conséquent, de maintenir, voire d'augmenter notre MNAV, et par conséquent également notre capacité de levée, de conversion, de capture de ce premium pour la convertir en net asset value de Bitcoin. Parce que là aussi, ma conviction est que le MNAV n'a de sens que si
la Bitcoin Treasury Company est en capacité de le convertir de manière suffisamment véloce pour augmenter le nombre de Bitcoin dans son stack et de Bitcoin par action de manière suffisamment attractive pour les actionnaires. Et c'est une donnée absolument clé pour évaluer la performance des Bitcoin Treasury Companies et surtout pour évaluer la pertinence d'un MNAV, de le mettre en relation avec la durée qui serait nécessaire pour couvrir ce premium et convertir ce premium en net asset value de Bitcoin. Et donc, l'objectif 2025 est d'atteindre 3000 BTC, puis 15 000 à horizon 2017, puis 42 000, 100 000, et enfin un range entre 170 000 et 260 000, effectivement étant précisé par Alexandre lors de multiples SpaceX, hein, effectivement, de dire que les targets sont là, effectivement, mais nous travaillons chaque jour pour oblitérer ces objectifs. Et peut-être en Euh, vous connaissant, vous avez été très conservateur en vous connaissant, peut-être. ce n'est pas à moi de voilà d'en juger, effectivement, mais nous travaillons chaque jour pour augmenter le nombre de BTC par action de la manière la plus agressive possible. Et tu Voilà. ne penses pas aussi de ça? Je le vois énormément sur X, ces mots, agressivité, en fait. Je le vois beaucoup. Alors, donc c'est très intéressant. Le mot agressif peut être pris de manière péjorative, mais en fait c'est la vélocité et ce qu'on appelle en anglais relentlessness, donc le fait de travailler sans arrêt pour maximiser, optimiser le nombre de BTC par action par opération. Et c'est ce que j'évoquais dans le fait de dire que chaque opération que l'on considère et que l'on réalise avec nos investisseurs et les produits que l'on considère potentiellement, évidemment, sont faits sous le prisme du BTC Yield, de l'augmentation de Bitcoin par action. Et par conséquent, cela doit être fait de manière, encore une fois, suffisamment intelligente pour permettre d'augmenter ce nombre de BTC par action suffisamment rapidement pour couvrir le MNAV qui nous est attribué par le marché. La confiance qui nous est transmise par le marché pour couvrir pour convertir, capturer ce MNAV de manière la plus optimisée et efficace possible et la convertir en net asset value de Bitcoin. Donc c'est extrêmement important, donc cet élément est extrêmement important et effectivement c'est un des points déterminants de l'évaluation de la performance d'une Bitcoin Treasury Company. Maintenant, là où je veux poser un caveat, et encore une fois je fais référence à ce que je mentionnais il y a quelques minutes, mais cette agressivité doit être faite de la manière la plus intelligente possible et de la plus protective possible, à la fois pour les investisseurs, mais aussi et surtout pour Capital B. Et c'est le cas des Bitcoin Denominated Convertible Notes qui, encore une fois, ne font pas porter de risque de crédit sur Capital B, les Bitcoins étant par ailleurs détenus dans un SPV qui est Bankruptcy Remote au Luxembourg. Et donc, il apparaissait extrêmement important pour Alexandre et moi d'avoir une stratégie qui nous permette d'être, encore une fois, je le répète, les plus agressifs possibles dans l'augmentation présente et potentiellement future du nombre de bitcoins par action sur une base totalement diluée, mais aussi de le faire de manière à ce que la structure soit calibrée pour chaque scénario de marché possible et imaginable dans les 30 prochaines années. Et c'est pour cette raison que les Bitcoin Denominated Convertible Bonds ont une durée de 5 ans avec zéro coupon, puisque cela part du principe que le Bitcoin, avec un ARR de 30% par an, et même un ARR très conservateur de 10%, pourrait permettre la conversion par les investisseurs sur cette base-là. Et par conséquent, chaque opération que l'on réalise est faite dans cette optique-là d'agressivité Mais et de et, leverage de manière intelligente. et peut-être pour compléter, Alexandre il parle également du fait de suivre le cycle du Bitcoin. En fait, un cycle Oui, du Bitcoin est d'environ 4 ans. Du coup, exactement. ça également. La durée de 5 ans n'est effectivement pas choisie au hasard. Donc, effectivement, hein, pour ceux d'entre nous autour de ce space qui ne seraient pas familiers avec les cycles de Bitcoin, on estime que historiquement, hein, les cycles de Bitcoin, donc de hausse à baisse, sont d'environ 4 ans. Et donc, effectivement, cela implique, encore une fois, hein, que euh, le prix du Bitcoin soit
stable ou en légère hausse sur une durée de 5%, de 5 ans. Et par conséquent, nous sommes sur une vision extrêmement conservatrice du potentiel de l'action et donc du potentiel de la conversion par les détenteurs d'obligations convertibles. Donc c'est extrêmement important, encore une fois, euh, de comprendre que la capacité d'une Bitcoin Treasury Company à réaliser des opérations qui à la fois sont variées au niveau des produits utilisés, donc les produits d'equity et les produits de convertibles, mais aussi intelligemment leveragés dans les capacités de conversion et de réalisation de ces obligations. Et Valentin, je regarde une autre métrique qui est peut-être intéressante à regarder, c'est Shares Outperformance versus BTC. Je sais, dans la performance. Et ouais. Je pense que Alors, c'est très intéressant intéressant. parce qu'Alexandre, Alors, en fait, des fois, il rappelle pourquoi, en fait, une personne pourrait investir dans une Bitcoin Treasury Company en lieu d'acheter directement du Bitcoin. alors, euh, je reprendrai une phrase de notre bien-aimé Michael Saylor qui disait The only thing better than Bitcoin is more Bitcoin. La seule chose meilleure que le Bitcoin est plus de Bitcoin. Ou Et les incroyable. Bitcoin Treasury Companies sont les corporates qui permettent d'acquérir plus de Bitcoin. Euh, dans le sens où le nombre, l'exposition en BTC par action sur une base diluée dans le temps, l'objectif du BTC Guild est d'augmenter cette exposition en BTC et donc en valeur au fil du temps. Et par conséquent, effectivement, l'objectif long terme d'une Bitcoin Treasury Company, c'est d'outperformer BTC. En fait, BTC, et là encore, je quoterai un de nos investisseurs stratégiques, Adam Back, pour dire que BTC is the hurdle rate. BTC est le rate de base. Et donc, l'objectif de toute Bitcoin Treasury Company est effectivement de croître son nombre de Bitcoin par action de façon suffisamment significative pour outperformer en termes de croissance bien la croissance même de l'actif sous-jacent qu'est le BTC. Et cela nécessite effectivement un effet de levier, puisque les Bitcoin Treasury Companies sont des effets de levier sur le Bitcoin, mais là encore, deux façons d'avoir un effet de levier. On peut l'avoir de façon euh, risque prône avec des obligations convertibles qui seraient dans des conditions plus agressives ou de façon conservatrice des obligations convertibles qui seraient comme les Bitcoin Denominated Convertible Bonds qui impliqueraient un crédit risque de zéro. Et par conséquent, l'objectif, effectivement, est d'outperformer Bitcoin, pour sûr, mais de l'outperformer de manière durable et surtout euh, au regard de multiples facteurs de variation du prix du Bitcoin lui-même. Et en fait, ce qui est intéressant à regarder, c'est qu'il y a des moments, en fait, où les prix de notre action avaient performé en fait, Bitcoin. Et ça, c'est quelque chose qu'Alexandre l'a dit, et peut-être quelque chose aussi à garder en tête, que c'est une stratégie long terme, et pas simplement court terme. Je ne sais pas si tu as un avis ou un commentaire sur ça, Valentin. Alors, bah, nécessairement, hein, stratégie, si je fais le parallèle avec stratégie, stratégie ne s'est pas construite en un jour. Et effectivement, et c'est pour cela que je faisais référence à cet indicateur year to date qui est absolument important, et notre choix, effectivement, qui n'est pas dû au hasard, de Days to Cover MNAV qui est basé sur notre rythme, je le rappelle, historique de BTC Guild, puisque l'objectif d'une Bitcoin Treasury Company est d'augmenter le nombre de Bitcoin par action au fil du temps sur la durée. Et par conséquent, pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés de 210 000 BTC à horizon 2033, la vision de chaque produit que l'on émet et de chaque opération à laquelle on pense sont effectuées dans cet objectif de 210 000 BTC. Et donc, effectivement, les mouvements de MNAV, de valorisation des entreprises, des Bitcoin Treasury Companies, peut être vu de façon court-termiste. Et les métriques, d'ailleurs, des BTC Treasury Companies peuvent être vues également de manière court-termiste, avec ce BTC Quarter to Date, mais aussi le fameux P BYD
introduite par SWC, mais il est extrêmement important de garder en tête que l'objectif est d'augmenter le nombre de bitcoins par action sur une base totalement diluée sur le long terme. Génial. Et je vois qu'on arrive à la fin. Je ne sais pas, Valentin, si tu as peut-être d'autres éléments à ajouter avant de conclure avec cette session très enrichissante. Je pense que tu as permis d'éclaircir certaines personnes par rapport aux les calculs et également pour comprendre pourquoi en fait, on va s'en servir de ces métriques-là. Je ne sais pas si tu souhaites ajouter quelque chose de plus. Peut-être une chose, parce qu'en fait, dans cet dashboard, quand on l'a fait, Adam Back nous a suggéré de pouvoir ajouter aussi les prix par, c'est les prix du Bitcoin, en fait, les prix par stats. Et c'est peut-être tout simplement pour vous dire que lui, il a tendance à regarder les prix de l'action par rapport aux prix du Bitcoin. Effectivement, si on peut finir là-dessus, alors encore une fois, il est j'ai essayé de faire cette session de la manière la plus pédagogue possible pour permettre à tout un chacun, y compris celles et ceux d'entre nous qui ne seraient pas sensibilisés au Bitcoin Treasury Companies, comme c'est le cas de nombre d'investisseurs que l'on rencontre. Et par conséquent, il est extrêmement important, c'est le message que je veux vous faire passer aujourd'hui, de d'évaluer les Bitcoin Treasury Companies sur la base, oui, d'éléments chiffrés comme le BTC Yield, les Days to Cover qui sont extrêmement importants, mais aussi sur les qualités intrinsèques et les aspects intrinsèques des Bitcoin Treasury Companies de manière particulière, donc leur capacité à fournir des produits qui ne porteraient pas de risque de crédit, par exemple, la capacité d'accéder et de faire accéder au capital institutionnel, et cette capacité, comme le dit Alexandre, à surprendre et à potentiellement oblitérer les objectifs fixés. Euh, Cela étant dit, euh, là encore, effectuez vos analyses de la manière la plus éclairée possible et efforcez-vous d'avoir cet esprit, je dirais, euh, encore une fois, éclairé de comparaison et de compréhension des métriques sous-jacentes aux résultats qui sont montrés par les différentes Bitcoin Treasury Companies. Enfin, pour finir cette session, effectivement, je confirme, Adam euh, regarde souvent ce dashboard sous le prisme de la valeur en BTC hein, pour l'ensemble des métriques, ce qui me permet de partager la conviction qu'Alexandre et moi partageons, qui est que Bitcoin repricera le monde. Et donc, nous risquons effectivement dans les 10, 20, 30 années à venir, je l'espère, d'avoir davantage de graphiques de ce type sur nos chères plateformes d'information que sont Boursorama et autres. Voilà, j'espère que cette session était informative pour vous, vous a permis, pour ceux qui n'étaient pas voilà, au fait des Bitcoin Treasury Companies et des métriques des Bitcoin Treasury Companies, de comprendre à la fois l'aspect technique sous-jacent de leurs calculs, mais aussi leur signification et leur importance pour évaluer une Bitcoin Treasury Company au fil du temps. Oui. Euh, Oui, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous donner vos feedbacks, c'est important pour nous. Et comme ça, on pourra également penser à d'autres sujets. On a déjà quelques idées, mais du coup, n'hésitez pas à nous partager si vous avez des questions ou si vous souhaitez peut-être que Valentin il puisse approfondir ou même débattre sur certaines métriques. Merci Voilà. infiniment. Oui. Au revoir. Bon fin de journée.